Je vais donc faire un exposé en deux parties, quitte à me répéter un peu par rapport à des choses que j'ai déjà pu présenter, mais enfin elles sont actualisées, elles tiennent compte notamment de la publication que le ministère de l'Intérieur fait chaque année aux alentours du 15 janvier. Vous savez que c'est une obligation déontologique de la statistique, des statisticiens. Il y a une charte internationale des statisticiens qui disent que quand on travaille dans la statistique, on doit pouvoir publier à date fixe les grands chiffres qui ont une pertinence sociale et sans que cela dépende d'un calendrier politique. Pendant très longtemps, les données annuelles des titres de séjour étaient publiées à des dates extrêmement variables. C'était le cabinet du ministre de l'Immigration qui décidait du moment opportun où on pouvait publier les chiffres. Il y a eu parfois 2 mois de retard, certaines années, et c'est donc Manuel Valls, Premier ministre, qui a enfin cédé à la demande des statisticiens, qui était de dire, mais écoutez, il faut qu'on puisse publier à date fixe, indépendamment des calendriers politiques, les données sur les titres de séjour, et non seulement les titres de séjour, mais une série d'autres données qui sont donc dépendantes du ministère de l'Intérieur. Et donc, nous avons ça depuis quelque temps. Alors, la donnée principale, c'est le fameux fichier AGDREF, l'application de gestion des résidents étrangers en France. C'est un très grand nombre de dossiers, un très grand nombre de fichiers. Il y a une centaine de préfectures en France, il y a toutes sortes de procédures, et il faut apparier tous ces fichiers et démontrer qu'il n'y a pas de double compte, de triple compte, il y a même parfois des quadruples comptes. Donc tout ceci a été réglé de plusieurs façons. D'abord, on n'a plus le droit maintenant de déposer simultanément plusieurs demandes dans des préfectures différentes. Il y a une définition très précise du ressort de chaque préfecture. Et donc tout ce que vient de décrire Frédéric là, il faut le faire dans le ressort de la préfecture où l'on est domicilié. C'est une obligation. Et puis, il y a un travail qui a été fait par des statisticiens qui consiste à extraire de tous ces fichiers un grand fichier unique qui est utilisable à des fins de statistiques. L'INED avait commencé ce travail de mise en application. C'est d'ailleurs un rapport de Michel Tribala, déjà fort ancien, qui avait défini un petit peu les règles permettant d'unifier tous les fichiers des préfectures pour en faire un fichier central. Ce fichier concerne qui? Quel est le périmètre? Ce sont tous les titres de séjour délivrés par définition à des personnes étrangères à l'espace économique européen. Ce sont des non-européens, puisque les Européens, eux, les ressortissants de l'Union européenne, eux, ne sont pas tenus de demander un titre de séjour. Ça, c'est... la Commission européenne avait laissé le choix aux pays. Il y a des pays qui enregistrent les séjours des Européens, notamment tous les pays qui ont des registres de population. Et il y a un certain nombre de pays à qui on a laissé la latitude de ne pas les enregistrer, et la France ne le fait pas. Et je me souviens très bien d'une réunion qui avait été convoquée par le secrétaire général du comité interministériel de contrôle de l'immigration, le CICI, ou CICI, c'était M. Stefanini à l'époque, qui découvrait un peu cette histoire. Il disait, mais enfin, comment se fait-il que nous n'ayons pas enregistré, nous n'enregistrions pas les séjours des Européens? Et il accusait Bruxelles, etc. Non, c'était la France qui avait décidé précédemment de ne pas faire ça. Alors, il existe des estimations du nombre d'Européens qui s'installent en France chaque année. Ce sont des estimations indirectes, faites notamment par l'OCDE à partir des données de l'enquête emploi. C'est comme ça qu'on fait ces estimations. Ils ne sont pas inclus ici, et donc là, nous n'avons que les titres de séjour. Alors, les données sont disponibles en gros depuis la fin des années 90. C'est là vraiment que le fichier était en... 97, 98, c'est là vraiment que le fichier devient exploitable et fiable. Bon, il y a certaines catégories qui manquaient, qui ont été réintroduites. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail.
voici donc l'évolution de ces titres par catégorie de motifs de 2005 à 2019, sachant que l'année 2019 sont encore des données provisoires, mais enfin d'une année à l'autre, les corrections, la consolidation des données provisoires ne modifie pas radicalement les chiffres. Vous avez tout à fait en bas donc les césures politiques, le ministère Sarkozy, présidence Hollande, présidence Macron. Vous voyez tout de suite que les développements, l'évolution de ces titres n'est pas vraiment liée aux circonstances politiques. Et puis vous avez les petits points rouges qui correspondent à toutes les lois qui ont été votées à cette époque. On a la grande loi de 2006 qui réintroduit à petite dose une immigration directe de travail. Vous avez une loi de 2007 sur le contrôle de l'immigration, et encore une en 2011. Donc ce sont les trois lois de la période Sarkozy. Puis vous avez encore toute une série d'autres lois qui toutes finalement reviennent à durcir les conditions d'entrée, à relever les seuils de ressources, les surfaces d'appartements, etc., etc. Enfin tout ceci a été resserré un peu systématiquement et a aussi à raccourcir les délais de traitement, ce qui rend évidemment le travail des associations tout à fait fondamental, hein, on l'a bien vu dans l'exposé, de plus en plus difficile. Voilà un peu le décor. Alors, qu'est-ce qu'on aperçoit là, globalement? Ce qui frappe, c'est que la grande évolution des titres de séjour, celle qui est la plus frappante de loin, c'est les étudiants. Il s'agit donc d'étudiants non européens, d'étudiants internationaux. C'est ça qui fait fondamentalement grossir le chiffre des titres de séjour. Tout à fait en haut, vous avez alors tous les chiffres, ce sont des milliers. Tout à fait en haut, vous avez la somme, le total. Donc, vous voyez, on était longtemps aux alentours de 180 000, 190 000 titres de séjour attribués chaque année. Aujourd'hui, on en est à 272 000 provisoires pour 2019. Mais vous voyez que dans cet accroissement très net, c'est surtout la part, c'est surtout les étudiants qui constituent le principal facteur de croissance. Alors bien sûr, les réfugiés, les malades ont augmenté, mais enfin c'est quand même une très faible augmentation vu la crise de l'accueil des réfugiés que nous avons connue. Ces chiffres-là n'ont rien à voir avec ceux qu'on a observés dans un certain nombre d'autres pays voisins, l'Allemagne bien sûr, mais aussi en termes relatifs les Pays-Bas, les pays du Nord, un pays comme la Belgique par exemple a proportionnellement accueilli beaucoup plus de réfugiés que nous, donc c'est des augmentations assez modestes. Et puis ce qui augmente assez nettement récemment, c'est la migration directe du travail, puisque avant la loi de 2006, très très peu, 7000 personnes sur 179 000, enfin c'était même pas, c'était de l'ordre de 7-8%, 7-8% seulement des titres correspondaient à une migration de travail au début. Aujourd'hui, on est passé à quelque chose comme 13% à peu près. Bon. Mais ça reste très faible par rapport à ce qu'on observe dans d'autres pays européens. C'est très très faible par rapport aux pays qui sélectionnent leurs migrants, mais qui les sélectionnent en grand nombre, comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. On est là dans des chiffres très faibles. Les Allemands aussi font ça. Ils ont suspendu, ils ont interdit la migration de travail en 1973 et nous en 1974. Et depuis, on essaie de réintroduire la migration de travail qualifiée. C'est la fameuse immigration choisie. J'ai déjà eu l'occasion de vous exposer ça à plusieurs reprises. Donc récemment, avec les passeports talents, avec aussi des régularisations qui se retrouvent là-dedans. On est arrivé à 34 000, soit un doublement par rapport, un doublement en 10 ans. Voilà. Mais ça reste en chiffre absolu vraiment faible par rapport au total général. Et j'ai donc épuisé les catégories, sauf évidemment les deux grands groupes de migration familiale. Je reprends, en la simplifiant, la nomenclature officielle, famille d'étrangers, famille de Français. Et nous allons décomposer ceci. Alors là, on n'a pas encore le détail pour 2019. On a des indications très partielles, et donc là, je suis obligé de m'arrêter en 2018. Mais vous voyez que de toute façon, tout ça est extrêmement stable. Ce qui est vraiment frappant dans cette affaire, c'est
malgré toutes les lois qui ont été faites dans l'intervalle, tout ceci est extraordinairement stable. Ça bouge très peu. J'ai encore eu l'occasion hier de montrer ce genre de schéma à un collègue canadien qui était stupéfait de la stabilité des chiffres que nous avions. Alors, une partie du lissage de ces données d'année en année est due au fait qu'un très grand nombre de ces titres familiaux, titres accordés en 2018, sont accordés en réalité à des gens qui sont là depuis très longtemps. C'est leur premier titre de séjour, mais vous avez surtout dans ces titres familiaux un nombre vraiment important de régularisation, en fait. Alors, dans la partie bleue inférieure, il y a les conjoints de français. Ça a l'air très simple et tout lisse, mais en réalité, c'est très compliqué déjà, parce qu'il y a un temps d'attente, il y a des conditions à remplir, mais ce n'est pas le sujet qu'abordait Frédéric. Et donc, on va parler des... alors, il y a aussi les parents de Français. Ce sont des gens qui, dans la catégorie au-dessus, ou les ascendants, ou les grands-parents de Français, sont des gens qui, donc, effectivement, deviennent parents d'enfants français qui, à ce titre, peuvent obtenir un titre de séjour. Bon, vous voyez que c'est 9 000 personnes par an, 10 000 personnes par an. C'est quand même par rapport aux 270 000 titres dévolus dans l'année, ce sont des quantités très faibles. Mais donc, effectivement, si votre enfant a un âge de 13 ans, par exemple, eh bien, vous pouvez demander pour lui la nationalité française, même si vous-même vous ne l'avez pas, parce qu'il est né en France. Mais ça suppose donc d'avoir déjà résidé très longuement en France pour pouvoir bénéficier de cette possibilité. Alors, le regroupement familial stricto sensu, c'est cette partie brun-orange, 11 000, 12 000, vous voyez ces chiffres extrêmement... C'est ça le regroupement familial stricto sensu, c'est-à-dire que le droit qu'a un étranger d'avoir une vie familiale normale, droit consacré par le fameux arrêt Gisti de 1978, droit consacré ensuite par la Convention européenne des droits de l'homme, eh bien, ça ne concerne que 11 000 à 12 000 personnes. Logiquement, ça doit faire beaucoup plus, parce que l'immense majorité des étrangers vivent en famille. Donc pourquoi y a-t-il si peu d'immigrés qui bénéficient du regroupement familial stricto sensu? Eh bien, Frédéric vous a un peu raconté tout ça. Tout le reste, c'est des personnes qui soit sont dans des situations un petit peu privilégiées, famille d'Européens de l'Union européenne, ou famille, époux ou enfant d'une personne qui a des titres hautement qualifiés. Hein, donc mais vous voyez qu'à chaque fois, ce sont vraiment des catégories assez résiduelles. Et puis, on arrive vers le haut, et c'est là qu'interviennent les fameux titres vie privée, vie familiale, dont s'est occupé, dont nous a parlé Frédéric Fogel. Bon, vous voyez que donc l'humanitaire, ça n'est pas la filière du refuge ou du droit d'asile, hein, c'est encore autre chose. C'est une personne gravement malade, handicapée, enfin, et puis il peut y avoir des changements de situation. Donc, à force d'attendre, de changer de file d'attente, avec parfois la remise complète des compteurs à zéro, comme ça a été évoqué, eh bien, on empile ainsi toute une série de titres. Et la partie verte qui couronne le graphique, eh bien, c'est l'application, parce qu'il a bien fallu que la France quand même se soumette à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dit qu'il serait disproportionné de refuser le séjour à des personnes qui ont des attaches fortes avec le pays d'origine. Et là, tout le problème, c'est qu'il faut que ces attaches, et c'est une expression qui a été... qui figure dans les différents décrets ou circulaires d'application, il faut que ces liens soient stables, soient persistants, soient durables, etc. Pourquoi ? Parce que s'ils ne le sont pas, s'ils sont discontinus, eh bien, l'argumentation de l'administration, ça va consister à dire, faites un regroupement familial, mais faites-le au pays d'origine, puisque c'est là que vous avez l'essentiel de vos liens.
Donc, alors, il y a le Conseil d'État est intervenu, il y a eu des contestations. Est-ce que c'est la totalité des liens? Est-ce que c'est l'essentiel des liens? Dont le Conseil d'État a dit, mais il suffit que l'essentiel des liens familiaux soit établi avec la France pour que ce soit acceptable. Mais tout ceci, c'est à l'intérieur, hein, c'est un faisceau d'éléments. Il faut accumuler un ensemble de preuves de présence, et c'est cela qui vous vaut donc de pouvoir obtenir éventuellement le Graal, moyennant l'avis d'une commission qui n'est que consultatif, et la décision finale revenant au préfet qui dispose d'un pouvoir d'appréciation. Il y a un côté bon vouloir quand même. Il y a un côté, voilà, avec toute la difficulté qu'il y a à distinguer le pouvoir discrétionnaire du pouvoir arbitraire. La discrétion, c'est un principe de droit important dans la pratique. Il y a des gens qui l'étudient de plus en plus. Dans certaines législations, comme la législation anglaise, le discretion, le pouvoir discrétionnaire est encore plus important que chez nous et risque de remettre en cause un certain nombre de libertés. Hein. Donc le pouvoir discrétionnaire, c'est quelque chose qui intervient de plus en plus dans les législations. D'ailleurs, l'OCDE, dans certaines de ses nomenclatures, subdivise les titres de séjour et a une catégorie sur les titres discrétionnaires, ceux qui sont décidés par l'administration. Bon. Il y a des pays où ce sont les entreprises qui recrutent, il y a des pays où c'est l'État de façon générale en fonction d'un principe, il y a des pays où ça peut être des autorités locales avec ce pouvoir discrétionnaire. Il faut analyser un petit peu toutes ces variations et dans le temps, elles peuvent évoluer pas mal, mais ces dernières années, tout ça est stable. Alors, ce qui est... et donc, mais nous n'avons pas, c'est ce qui nous manque dans la statistique publiée, nous n'avons pas une statistique des temps d'attente. On ne sait pas quelle est la première année d'entrée du séjour qui nous permettrait de savoir comment se répartissent, enfin, quelle est la véritable date d'entrée des personnes. Aux États-Unis, il y a un système assez équivalent, à vrai dire, même si il se présente sous une forme très différente, mais en réalité, il y a la même idée générale. C'est-à-dire que les personnes peuvent changer de statut. Là, on a l'équivalent de cette statistique, mais strictement, systématiquement dédoublée. On sait, lorsqu'on regarde les titres du séjour dévolus de résidents permanents, comme ils disent, dévolus à une certaine année, on sait quels sont les gens qui sont arrivés cette année et quels sont ceux qui viennent d'autres statuts et qui ont fait un changement de statut. Voilà, c'est souvent un peu moitié-moitié lorsqu'on regarde les différentes catégories aux États-Unis. Ils ont un luxe dans la nomenclature, dans la subdivision des catégories qui est encore plus précis que le nôtre. Il y a quelque chose comme 140 catégories différentes. C'est quelque chose d'hallucinant là. Les États-Unis sont encore beaucoup plus bureaucratiques que la France. Hein. On se plaint toujours de la bureaucratie française, mais je vous assure que la bureaucratie américaine, c'est quelque chose. Et, voilà. Et vous avez des catégories tout à fait extraordinaires du genre conjoint non cubain de réfugiés cubains. Ouais, c'est une catégorie parmi les 140. Vous voyez, des choses comme ça. Donc nous n'avons pas la subdivision de toutes ces catégories selon que les gens viennent d'arriver ou selon qu'ils sont là depuis longtemps. Vous voyez que, par exemple, tout à fait en haut, on a en France depuis 10-15 ans. Il y a certaines dispositions qui disent que, notamment, par exemple, les gens qui ont acquis un diplôme en France, eh bien, si au bout de 15 ans, ils n'ont pas réussi par d'autres voies à obtenir un titre de séjour, peuvent quand même l'obtenir automatiquement. 15 ans. L'automaticité à 10 ans avait été supprimé par Sarkozy, était un élément de régularisation important avant l'ère Sarkozy, ça a été supprimé et remplacé donc par les titres que vous voyez là. Alors, derrière la splendeur de ce graphique, le côté assez impeccable de tout ça, il faut imaginer quand même les temps d'attente, la souffrance inutile, la vulnérabilité que ça enclenche, évidemment, pour les familles, pour les enfants, qui sont scolarisés, certes, qui ont des droits, mais dans des situations compliquées, avec parfois une mère qui doit se cloîtrer à la maison pour échapper, parce qu'elle doit encore attendre un an avant de pouvoir échapper.
à l'exécution d'une OQTF, par exemple. Ce qui est très paradoxal et qui surprend toujours, c'est que, et là le GISTI a consacré à cette situation une analyse précise, mais alors comment se fait-il que les gens qui n'ont pas de papier puissent se présenter à la préfecture? Eh bien oui, de facto, et c'est ce que la circulaire Valls autorise, de facto, vous pouvez, si vous n'avez pas de papier, vous présenter à la préfecture pour essayer d'obtenir un permis de séjour. Donc il y a une sorte de clandestinité officielle, enfin il y a une irrégularité régulière, c'est une situation, les sans-papiers ne sont pas sans droit, et ils ont de fait cette possibilité-là de se présenter devant des guichets, à condition qu'il y ait déjà un dossier présenté, que ce dossier soit complet, etc. Enfin, il faut bien voir que la circulaire Valls, ça n'est qu'une circulaire. Qu'est-ce que c'est qu'une circulaire? Une circulaire, c'est un texte que l'État adresse à sa propre administration. Ce n'est pas quelque chose qui vous est adressé à vous, citoyens, et ce sont simplement des consignes ou des instructions que l'État adresse à ses propres agents. Et donc, une circulaire n'a pas la même valeur qu'une loi. Si par exemple vous avez une demande de séjour qui est refusée par le préfet, vous jetez un recours contre ce refus, eh bien le tribunal ne pourra pas utiliser les critères qui sont énoncés dans une circulaire. Le tribunal ne pourra invoquer que des critères qui figurent dans la loi, dans le CESEDA, dans le code sur le séjour des étrangers. Et donc, il y a quand même une différence entre la libéralité, l'extension des droits qui apparaissent dans une circulaire et ce qui est fermement inscrit dans la loi. La circulaire Valls a élargi un petit peu un certain nombre de critères, mais ces critères, en cas de contestation, ne sont pas reconnus par les tribunaux parce qu'ils ne sont pas proprement parlé dans la loi. Donc c'est simplement une circulaire, ça s'adresse au préfet, hein, et ça consiste à dire vous veillerez tout particulièrement à, ou vous considérez avec bienveillance tel critère. C'est des formules qu'on trouve couramment dans une circulaire. Évidemment, dans la loi, c'est pas possible. Hein, on n'a jamais ce genre de modalité dans une loi. Bon, il est normal qu'entre la loi et la pratique administrative s'insère ce genre de tampon ou de zone grise ou d'intermédiaire. Hein, c'est pas choquant en soi, mais il arrive quand même assez souvent que des lois soient formulées de façon elliptique, parce qu'on dit, pour que l'État garde la main sur cette affaire, il vaut mieux que ce soit à coup de circulaire ou de décret que le reste soit établi. Et comme ça, ce sont les préfectures qui auront le dernier mot. Tout ce parcours est absolument impossible sans le soutien des associations. Ça, c'est là qu'il y a une participation, une intégration structurelle, enfin des associations à ce parcours, même si évidemment elles ne sont jamais évoquées dans la loi. Alors tout le monde sait, par exemple, qu'il vaut mieux se présenter à la préfecture, présenter une demande de séjour accompagné. Donc on a le droit d'être accompagné, ceci est prévu dans la loi, mais il vaut mieux être accompagné parce que ça accroît les chances d'obtenir le titre convoité. Les preuves de présence elles-mêmes doivent être aussi continues que possible, hein, comme je l'ai indiqué, mais il vaut mieux effectivement venir avec quelqu'un qui vous accompagne. Si vous demandez à bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour pour le travail, qui est une autre question qui est abordée dans le livre de Frédéric Frugel, il vaut mieux être accompagné de syndicalistes, voilà, etc. Donc il y a aussi dans les interactions, effectivement, des rapports de force ou de confiance, hein, tout n'est pas nécessairement des rapports de force, enfin, qui dépendent beaucoup de la qualité de vos accompagnants, surtout évidemment quand on considère aussi les questions de langue. Tous ces papiers, tous ces documents doivent être traduits par des traducteurs assermentés, il y a aussi des taxes à payer, etc. Enfin, il faut voir le coût que ça représente, outre le coût psychologique, le coût sanitaire sur les personnes et leurs enfants. Voilà. Alors, vous connaissez déjà ces graphiques, j'ai eu l'occasion de
vous les présenter. C'est peut-être revenir à ça. Ce qui est très très frappant quand on regarde la façon dont se distribuent les nouveaux arrivants dans tous ces pays, c'est le cas particulier de la France qui est vers entre le premier tiers et le deuxième tiers. Vous voyez que nous n'avons que 10%, là c'était en 2015, avant juste la crise migratoire, on a 10% seulement de nos nouveaux titres de séjour accordés cette année qui correspondent à une immigration directe de travail, très très inférieure à ce qui se passe au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à ce que veut faire le Royaume-Uni, qui a annoncé hier qu'il allait mettre le paquet sur la sélection de la migration de travail. L'Allemagne en a encore moins que nous. L'Allemagne a été le premier pays européen à interdire la migration directe de travail. Elle n'est pas revenue sur cette décision, contrairement à ce qu'avait fait la loi Sarkozy de 2006. Mais la loi Sarkozy n'a fait qu'entrouvrir la migration de travail par rapport aux autres, la fameuse immigration choisie, par rapport aux autres catégories d'entrée. Et vous voyez qu'en France, ce qui domine, c'est la zone beige, c'est 40% donc des personnes qui s'installent en France chaque année, bien 40% le font avec un titre d'origine familiale. Et j'avais eu l'occasion de présenter ce graphique devant Jérôme Vignon, qui fut longtemps un directeur d'administration centrale à la Commission européenne, directeur des affaires sociales, que certains d'entre vous ont bien connu, qui est un personnage très très ouvert. Et lui, il me disait, c'est formidable, ça prouve que la France a pris le tournant familial de la régistie, que nous sommes particulièrement généreux vis-à-vis des familles. Voilà l'explication de ces 40%, donc nous pouvons nous en enorgueillir. Bon. Et là, je n'ai pas poursuivi le dialogue très longtemps, mais enfin, je suis obligé de refroidir cet enthousiasme, puisqu'on a bien vu tout à l'heure qu'en réalité, ces 40% contiennent une petite partie seulement de regroupement familial stricto sensu, et que tout le reste, eh bien, ce sont des attentes, des régularisations, finalement, assez complexes. Et ce qui veut dire que, alors la Finlande est également dans ce cas, vous voyez que les États-Unis, eux, sont un grand utilisateur du regroupement familial, contrairement à ce qui se passe pour les autres pays anglo-saxons de la périphérie, et pour les mêmes raisons que nous. C'est-à-dire que des gens qui, normalement, en Allemagne, en Belgique, en Suède, etc., auraient obtenu un titre plutôt humanitaire, ou auraient eu le droit de faire des... Alors, les études ne sont pas représentées ici parce que c'est une donnée de l'OCDE, et l'OCDE ne compte pas les étudiants comme des migrants. Alors, ça, c'est une modulation importante à apporter à ce graphique. L'OCDE ne compte les étudiants que lorsqu'ils restent en France, demandent un changement de statut, et à ce moment-là, obtiennent un titre de séjour pour les raisons de travail, de famille, parce qu'ils se marient, etc. Donc, ceci ne comprend pas les étudiants. Et il ne comprend que les étudiants qui restent, et qui restent à condition de changer de statut. C'est ça donc, ça, évidemment, dans le cas de la France, si on compte les étudiants dès qu'ils apparaissent, dès qu'ils obtiennent un titre de séjour, le tableau change un peu. Mais vous voyez que les États-Unis et la France, au fond, pour la même raison, utilisent le regroupement familial comme volant légal, enfin, d'attribution des titres, parce qu'ils ont une conception extrêmement stricte de la demande d'asile, des titres d'étudiants, du refuge, et donc voilà, nous avons une idée qui est très compartimentée des différents titres possibles, et ce sont les titres familiaux ou parafamiliaux, si j'ose dire, qui nous servent en quelque sorte à rattraper la fermeture très très stricte des autres titres de séjour. Bon, et quand on regarde ceci quand on donne à chaque bande une épaisseur proportionnelle aux effectifs, tout ça, ce sont des milliers. Donc, on a, y compris les Européens, 104 000 personnes qui sont entrées en France avec un titre familial. Mais sur ces 104 000 personnes, on n'en avait qu'une minorité, une petite minorité, qui ont fait du regroupement familial stricto sensu.
voyez que l'humanitaire, les 17 000, là, la zone verte chez nous, c'est quand même très faible par rapport à ce qu'avait déjà l'Allemagne au début de la crise, et par rapport à des pays comme la Suède, etc. Et puis ça, c'est l'effet de la crise de 2016. Vous voyez que l'Allemagne a considérablement augmenté la part de l'humanitaire, et la France, elle n'a quasiment pas bougé par rapport à d'autres pays, comme le Canada, par exemple, qui a fait un gros effort humanitaire au début de la crise. Toute la zone grise, là, c'est la libre circulation, c'est la réintégration par l'OCDE dans ses statistiques du nombre estimé de ressortissants de l'Union européenne qui s'installent dans le pays cette année-là. Et donc là, vous voyez que l'Allemagne est particulièrement attractive par rapport à ses voisins européens. Le Royaume-Uni l'était jusqu'au Brexit, et ça va certainement s'achever avec le vote du Brexit, puisque le Brexit est dirigé contre cette libre circulation européenne. Et la France, par rapport à... alors ça, c'était en dehors de la crise migratoire, avant la crise migratoire, vous voyez que la France, je reviens en arrière, il n'y a que 34% des nouveaux venus en France qui relèvent de la libre circulation européenne, c'est-à-dire notre pouvoir d'attractivité sur le reste de l'Union européenne est quand même très faible. L'Allemagne, elle, est située au centre de l'Europe, beaucoup plus prospère économiquement, attire les Hongrois, les Polonais, les Slovaques, les Tchèques, etc. Et ça explique qu'il y ait 2 tiers des nouveaux venus en Allemagne avant la crise qui relevaient de la libre circulation, mais aussi presque 2 tiers en Grande-Bretagne. Et donc, désormais, l'Allemagne va rester le principal exutoire de la migration d'Europe centrale. Je ne pense pas qu'il y aura un report sur la France. Quand on compare le changement de 2015 à 2016 du côté français, vous voyez, extraordinaire stabilité, un petit frémissement du côté des titres accordés pour des raisons d'asile. Là, on est passé de 17 000 à 23 000. Enfin, c'est quand même très très faible, alors que l'Allemagne, elle, a complètement changé de comportement. Donc vous voyez que quand on décrit la France comme un pays submergé par la pression de l'asile, enfin, il faut être sérieux. Il faut être sérieux, nous en sommes très loin, très très loin. C'est vraiment... bon, je ne vais pas revenir sur les calculs que j'ai souvent présentés, mais nous sommes au 15e rang des pays de l'Union européenne par la pression de l'asile. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps, parce que l'asile n'est pas mon sujet vraiment aujourd'hui, mais quelle heure est-il? On est... Hein? Bon, dans ce cas, je vais arrêter ici. Je voulais parler du rapport du Collège des praticiens, mais je pense qu'on peut en parler lors de la discussion si vous le souhaitez. Et du coup, je vais terminer alors sur l'asile. Du coup, j'ai encore 2-3 petites diapos. Vous voyez, quand on dresse le bilan de janvier 2015 à juin 2019, on peut encore le prolonger maintenant. Ce sont des données trimestrielles que j'ai cumulées. 4 millions de demandeurs d'asile se sont présentés dans l'Union européenne des 28 pendant toute cette période. Mais sur ces 4 millions, il y en a 1,6 million qui sont allés qui ont été enregistrés en Allemagne et 0,4 chez nous. 0,4, alors 400 000 sur 4 millions, donc nous avons enregistré 10% des demandes d'asile depuis janvier 2015, alors que nous faisons à peu près 13-14% de la population européenne. Déjà, rien que ça, il y a un décalage. Et vous voyez que l'augmentation de la population, quand on cumule... Et quand on fait l'hypothèse que tous ces demandeurs d'asile, déboutés ou pas, restent tous, une hypothèse maximaliste, quand on fait cette hypothèse, on voit que chez nous, les 400 000 personnes, ça a augmenté la population de 0,6%, alors qu'en Allemagne, c'est du 2%. Voilà un peu voilà. Et puis, j'ai eu l'occasion cet automne de montrer que certes, la demande d'asile a augmenté de 25% en France depuis janvier 2017 jusqu'à la mi-2019, alors que l'Allemagne, ça descendait. Mais ce graphique-là, et c'est vraiment important, il faut le replacer dans la continuité, parce que les demandeurs d'asile, une bonne partie, effectivement, reste quelque chose qui se cumule, donc il ne faut pas raisonner uniquement dans ce qui se passe dans les derniers mois où le raisonnement de conjoncture n'a pas grand sens. Et quand vous reprenez ce graphique, que vous le remettez en perspective, vous voyez d'où on vient. C'est quand même ça qu'il faut remettre
voilà, qu'il faut préciser. On voit bien, et ça c'est très intéressant, que la déclaration d'Angela Merkel n'a pas ouvert les vannes, comme je l'ai souvent lu. Je me souviens même d'une déclaration, d'un commentaire d'Éric Zemmour qui disait que Angela Merkel, après sa déclaration du 31 août 2015, avait détruit la civilisation allemande. C'était l'expression utilisée. Bon. Alors, la civilisation allemande, elle s'est en fait mobilisée dès 2014. Elle était déjà très mobilisée au début de l'année 2015. Et l'appel d'Angela Merkel, hein, des Schaffen das, nous sommes capables de le faire, nous allons pouvoir accueillir 800 000 personnes, est intervenu à mi-parcours de cet élan que l'Allemagne a démontré, avait déjà démontré depuis 2014, commençant à répondre aux alertes du Haut-Commissariat aux réfugiés. Elle avait dit on peut aller jusqu'à 800 000, parce que 800 000 c'est 1% de 80 millions d'habitants de l'Allemagne. Je me répète un peu, et certains d'entre vous m'ont déjà souvent entendu dire ça. Il y a ensuite l'accord avec la Turquie qui est repris par l'Union européenne, et vous voyez la chute formidable des enregistrements de demandes d'asile en Allemagne un trimestre plus tard. Et donc, nous sommes restés très très loin. Nous sommes restés vraiment très proches du plancher, à la moitié de la moyenne européenne, évidemment. Et puis, nous montons lentement. Et c'est une déclaration que j'ai eu que j'ai eu l'occasion de faire à plusieurs reprises. C'est que l'Allemagne descend de l'Everest et nous grimpons lentement les pentes du Morvan. Et Hillel Rapoport, que vous avez entendu ici dans ce séminaire, qui dirige le département d'économie de l'Institut d'immigration, a dit « Mais François, c'est extraordinaire, j'ai vérifié les chiffres. Quand on regarde le sommet atteint par l'Allemagne en 2016 et le niveau de la France actuellement, c'est exactement le ratio entre l'altitude de l'Everest et l'altitude du Morvan, à la décimale près. » Alors là, j'étais content parce que je me suis dit que quand même, la contemplation des graphiques, ça pouvait apporter plus que des intuitions. Voilà. Mais vous voyez, c'est quand même important. Il faut aussi contrer le discours consistant à dire, parce que vous voyez cette montagne allemande, la moitié, hein, il faut s'imaginer que la moitié de cette surface, ça correspond aux personnes qui ont été déboutées. Les Allemands n'ont accepté que la moitié n'ont accordé une protection qu'à la moitié des demandeurs. Or, vous n'avez pas la moitié des demandeurs en Allemagne qui s'est repliée sur la France. On ne voit pas un effet systématique. Il y a une toute petite partie des déboutés du droit d'asile en Allemagne qui sont venus chez nous. Cette fameuse migration de rebond, qui est un des grands arguments utilisés dans le document statistique remis aux députés de La République En Marche avant le débat du 7 octobre. C'était un des principaux arguments de la petite note statistique qui leur avait été remis. Non, le rebond était très faible. Simplement, tous les efforts que nous avons faits pour accueillir à bras fermés la demande d'asile, eh bien, oui, aboutit au fait que, certes, par rapport au début de l'année 2014, la pression est 2 fois plus forte. Mais qu'est-ce que c'est à côté de ce qu'ont fait les autres pays? Voilà. Et je vais juste ici terminer. Ça, c'est quand on regarde par million d'habitants la demande d'asile, la pression exercée par la demande d'asile dans différents pays, voilà ce qu'on observe. Pas beaucoup de commentaires à faire. Le Royaume-Uni a été encore plus éloigné que nous de toute cette affaire. Et là, quand on regarde quels sont les autres pays qui sont intervenus, vous voyez que la Suède a répondu très vite. En 2015, elle monte à 11 000 protections par million d'habitants. L'Autriche aussi a fait un effort considérable. Les Pays-Bas, à leur mesure. L'Allemagne, on l'a vu. L'Italie a pris ensuite un peu le relais de l'Allemagne. La France, pendant tout ce temps-là, est restée soigneusement à l'abri. Alors, on peut rajouter les Dublinés, hein, c'est ce qu'on s'aperçoit que les Dublinés n'ont pas été très très bien comptés par la France et elle s'est fait réprimander par Eurostat récemment là-dessus, mais même quand on rajoute les Dublinés, ça ne modifie pas radicalement le paysage d'ensemble. Et finalement, la situation actuelle, c'est que, vu leur population, eh bien, les pays qui subissent la pression la plus importante, proportionnellement à la population, donc c'est les pays de Méditerranée orientale, les plus exposés, c'est Chypre, c'est la Grèce, c'est Malte, etc. Bon, et voilà une autre synthèse, je termine là-dessus, où là, je prends en compte à la fois la population des pays et leur richesse, vu leur population, vu leur revenu national par habitant, quelle a été
l'effort accompli, cette fois non pas pour enregistrer la demande d'asile, mais pour accorder des protections, et bien vous voyez que c'est la Suède qui, de loin, a le plus, et très tôt, selon une vieille tradition, répondu à la pression de la demande d'asile. L'Allemagne a accompli sa part, l'Autriche aussi l'a fait. Vous voyez la moyenne de l'Union européenne, et vous voyez comment la France, ô horreur, commence à se rapprocher de la moyenne européenne, et c'est ça qui a jeté en émoi bien les administrations compétentes, les politiques, etc. Et tout le discours sur quels sont les facteurs d'attractivité qui expliqueraient l'anomalie française, l'AME, le droit du sol, l'ADA, la fameuse allocation demandeurs d'asile, etc. Enfin, on a énuméré 5 ou 6 facteurs possibles. Ce débat n'avait pas lieu d'être. Nous n'étions pas dans l'exceptionnalité. Il n'y avait pas d'exceptionnalité française. Voilà, je termine là-dessus. Et je vous signale qu'il y a donc ce rapport publié le 21 janvier dernier par un collège de praticiens du droit des étrangers qui veut un petit peu simplifier tous les titres, sans grande nouveauté dans la nomenclature des titres, qui fait des propositions intéressantes, comme par exemple de remettre l'AME dans le droit commun, qui a des propositions de très grande qualité, parce que c'est fait par des gens qui connaissent bien leur sujet, dans tout ce qui concerne la migration, dans ce qui concerne le logement des immigrés, l'accueil des demandeurs d'asile et aussi l'accession au travail. Toutes ces parties-là du rapport sont vraiment extrêmement intéressantes. Par contre, sur le regroupement familial, il n'y a pas grand-chose. Et il y a un peu l'idée que je trouve trop simple, je ne dirais pas naïve, mais enfin trop simple, consistant à dire la République, vous voyez, c'est républicain ça, la République doit veiller strictement à séparer le droit et le non-droit. Nous ne pourrons pas accepter le non-droit, et dans le non-droit, il y a les personnes sans papier, et le rapport ne comprend pas qu'il puisse y avoir tous ces passages que Frédéric a très bien décrits entre le droit et le non-droit, hein, ces personnes qui sont en situation irrégulière, elles n'ont pas le logement qu'il faut pour accueillir le conjoint vient quand même, le conjoint est en situation irrégulière, si l'administration l'apprend, vous-même vous êtes aussi en situation irrégulière, vous changez de statut, mais si la mairie à qui vous avez demandé un logement et la bonne surface vous l'accorde, finalement vous pouvez de nouveau revenir en situation. Vous voyez, tous ces passages, toute cette complication-là n'apparaît pas dans le rapport du Collège des praticiens. Leur idée, c'est il faut qu'en 6 mois, on règle les demandes de tout le monde, la situation de tout le monde, et comme ça, nous n'aurons plus de non-droit, et ce sera, voilà. C'est totalement irréaliste par rapport à tout ce qu'on vient de décrire, par rapport à la véritable complexité des choses. Et c'est, à mon avis, la principale faille du rapport, c'est-à-dire l'idée que l'ordre républicain, ferme mais juste mais ferme, etc., puisse s'appliquer et nous aider à résoudre les choses. Eh bien non, la vie est beaucoup plus compliquée, et pardon d'avoir été un peu long.